Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos. À 11h, on va commenter l'actualité. Et puis entre 10h et 11h, eh bien, les médias avec Samuel Le Bihan qui est mon invité aujourd'hui. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Alex Hugo. Ce soir, c'est un nouvel épisode, un inédit, donc très attendu. Vous cartonnez sur France 2 tous les mercredis soirs. On va revenir avec vous sur l'épisode de ce soir. Et puis à 10h30, on va revenir sur le phénomène des tatouages. De plus en plus d'émissions autour des tatouages. C'est la chaîne tatoué Valérie Expert sur mon bras. La chaîne Ushuaïa. Bonjour Gilles. La chaîne Ushuaïa TV qui va diffuser toute une série de documentaires sur les tatouages, mais les tatouages qui sont l'origine des tatouages en fait avec les tribus. Mais dites-nous si vous avez été interpellé par ce phénomène. 0826 300 300. Et puis évidemment toutes vos questions à Samuel Le Bihan. On va commencer avec le zapping et vous allez écouter Samuel, vous allez nous dire réagir à ce que vous allez entendre. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors Samuel et Valérie, dans mon zapping du jour, vous allez voir qu'on revient sur l'affaire Yann Moix, toujours dans les talks. Son avocat, Maître Klugman, était chez Cyril Hanouna et Laurent Ruquier dans C'est à vous. Vous allez découvrir dans Quotidien que les équipes de Yann Barthès ont repéré sur CNews une bataille de citations entre Jean-Pierre Elkabbach et Marlène Schiappa. Une bataille littéraire, vous allez voir. Et puis hier, c'était le Grenelle contre les violences faites aux femmes. Du coup, la parole des femmes s'est libérée à la télévision. Vous verrez entre autres le témoignage d'Émilie, c'était dans Quotidien. Et puis on va commencer avec C'est à vous qui recevait François de Rugy, l'affaire de cet été. Il est revenu sur sa démission et vous allez voir, il a trouvé de coupable. Je crois qu'il y a un phénomène de fond, une défiance extrêmement forte à l'égard des hommes et des femmes politiques. L'histoire des Gilets jaunes, un jour, sans doute, on fera une analyse de ce qui s'est passé en France à ce moment-là. C'est une vague qui a failli emporter, d'ailleurs, les institutions démocratiques de notre pays sur la base de cette défiance. Et je pense avoir été un peu, d'ailleurs, la victime expiatoire des Gilets jaunes. Moi, je vous dis une chose. Yann Moix, attendez, je vais lire les 2 questions, Cyril Hanouna. Son frère dit que c'était faux. Oui, son frère dit que c'était faux. Oui. Mais nous, on a des preuves que c'est vrai. Ces preuves sortiront. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce procès que tout le monde attend, c'est nous qui allons le faire. Et ça sera un débat contradictoire ordonné. Donc vous allez attaquer la famille ? Bien sûr, parce que nous n'avons plus le choix. Tout le monde sait que pendant 3 ans, j'ai interviewé Yann Moix. J'ai même fait exprès que je l'ai fait. J'ai même rappelé que c'était un ami parce que je le connaissais. Il y a rien de clandestin. Tout est, voilà, tout est open, quoi. Je vois pas où on va chercher encore la petite bête derrière ça. C'est beaucoup. Je trouve qu'à un moment, lâchez-le. Voilà. Il a reconnu les faits. Il demande pardon. Vous n'êtes pas obligé de lui pardonner. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Je dis pas ça. Moi-même, je n'en sais rien. Mais lâchez-le. Maintenant, lâchez-le. Je me demande si Marlène Schiappa et Elkabbach ont fait une battle de citations. Vous savez, Anatole France disait « J'ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence ». Jean-Paul Sartre avait dit autrefois que la colère ou la violence était une conduite d'échec. C'est Simone de Beauvoir qui écrivait dans Le Deuxième Sexe qu'il n'y a pas plus arrogant. Ne jamais se taire, ce que dit d'ailleurs Mazarine Pinjot. Je crois que c'est Freud qui disait « Les mères, faites comme vous pouvez, de toute façon ce sera mal ». Jean-Claude Boulard, il disait tout le temps qu'il était favorable au quota. Yvan Yablanca qui dit « Je suis un homme ». Perdu. Ça fait 20 ans que nous sommes en couple avec mon mari. Et voilà, les choses ont commencé à déraper il y a en fait très longtemps. Je préférais fermer les yeux et j'aurais pas dû. Il vous frappait Il vous battait votre... Frapper, c'est... Il y a des femmes qui sont beaucoup plus frappées que moi. Mais oui, j'ai eu quand même... Il a levé la main plusieurs fois sur moi. Toujours sans trace. C'était incapable psychologiquement de quitter mon domicile. J'étais convaincue que je ne pourrais jamais m'en sortir et trouver quelqu'un de meilleur. Samuel Le Bihan, qu'est-ce qui vous fait réagir dans ces sons ? Évidemment, la violence faite aux femmes, c'est un sujet brûlant. Heureusement qu'on en parle, que la parole se libère. Je pense que la souffrance dans l'intimité du couple, c'est quelque chose d'abominable. C'est une espèce de prison terrifiante. Ouais. Pour l'entourage, la famille, les amis, c'est des dégâts pour les enfants aussi. Non, il faut en parler parce que je me rappelle dans Human, le film de Yann Arthus Bertrand, il y avait une femme qui témoignait de son mari qui était extrêmement violent. Elle l'a dénoncé à la police. Il a été en prison. Il est revenu. Il lui a demandé pardon. Il a fait un travail avec un psychologue et elle disait que maintenant c'était le plus merveilleux des maris. Donc ça veut dire qu'on peut s'en sortir, on peut y arriver. Donc il faut en parler.
Ouais, c'est ce que dit aussi l'avocat Luc Frémiot qui a travaillé sur ces violences faites aux femmes. Et on évoque assez peu cet aspect-là des choses, c'est-à-dire de soigner le mari violent. Et c'est possible de s'en sortir. Lui a eu des expériences à Douai où il a eu 5% de récidive. Donc ça veut dire que les gens peuvent changer, mais il faut s'occuper des hommes. Voilà. Yann Moix, vous avez suivi la polémique autour de son livre Règlement de compte en famille. Et en public. Et en public, ouais. Oui, en public. Non, mais en tout cas sur ce qu'il a été, ce qu'il a fait, ou dit Laurent Ruquier, je pense à une parole juste. Il a reconnu, il demande pardon. Est-ce qu'on est capable de pardonner? C'est la question. Ouais. Vous pensez qu'on doit le pardonner? Non, pas l'oubli. Non, mais il faut savoir pardonner aussi. Peut-être. Alors certains y ont vu de l'insincérité. Vous avez vu la séquence ou pas? On parlait du changement. D'un homme qui frappe sa femme peut changer et peut être le meilleur des maris. Est-ce que quelqu'un peut s'être trompé, s'être égaré, reconnaître qu'il s'est égaré et faire un travail dans un autre sens, quoi? Je pense que c'est important, le pardon. Ouais, c'est et les Gilets jaunes responsables de la chute de François de Rugy. Vous avez suivi aussi ce feuilleton pendant l'été. Moi, ce que j'ai aimé chez les Gilets jaunes, c'est qu'on s'est rendu compte. On disait que la France était endormie, qu'avec les réseaux sociaux, avec la télé, que les gens n'allaient plus dans la rue, ne se rebellaient plus, ne parlaient plus. Et là, avec les Gilets jaunes, les gens on se sont rappelés qu'ils avaient des voisins qui pouvaient occuper des carrefours, des ronds-points, et qu'ils pouvaient faire changer les lois, faire plier même les plus hautes instances de la République. Donc c'est important de comprendre que on a encore un pouvoir. Et la colère qui s'est exprimée, qui est entendue. Vous auriez enfilé un gilet jaune? Moi, je viens d'une famille pas ouvrière parce que mon père était artisan, mais je viens d'une famille modeste. Et dans ma famille, mes oncles, mes tantes, enfin c'est une famille d'ouvriers, donc leur propos, ce qui a été dit, ils le vivent au jour le jour. La CSG sur la retraite, enfin tout ce qui a été mis sur le tapis était essentiel. C'est-à-dire les transports, l'augmentation du carburant, enfin toutes ces choses. Oui, au nom de l'écologie, mais pas de cette façon-là, pas avec cette violence. Il ne faut pas avoir de mépris pour les classes sociales, ce qu'on appelle le bas de la pyramide. Je crois que parce que sinon, c'est la démocratie qu'on remet en jeu. C'est-à-dire que la démocratie, elle doit savoir prendre soin aussi les personnes les plus fragiles, les plus faibles. Et donc, on s'étonne qu'il y a eu des idées un petit peu radicales qui sont montées avec les Gilets jaunes, mais évidemment, c'est-à-dire que il faut prendre soin. La démocratie est quelque chose de très fragile, donc il faut savoir en prendre soin aussi pour les personnes les plus fragiles. C'est ça qu'ils nous ont rappelé en descendant dans la rue. Vous avez le sentiment qu'il est un peu déconnecté quand même, François de Rugy, quand il dit « j'ai été la victime des Gilets jaunes ». C'est vrai qu'on lui a reproché le homard, les vins, donc lui il s'est senti... oui, ça vous a... On va encore lui reprocher ça maintenant. Le pauvre, non, il a été... Très sincèrement, c'est l'époque aussi de la transparence à tout prix. C'est aussi la question que ça. Mais vous, ça vous a pas choqué? Non, ça m'a pas choqué parce que je pense que à un certain niveau, il faut aussi savoir. Il y a des choses qui sont avec une certaine qualité de réception et donc il y a de l'argent dépensé par effectivement le gouvernement pour recevoir des gens, pour traiter des dossiers, ça fait partie de moi. Je l'ai dans mon métier, c'est-à-dire qu'on a des rendez-vous, prenons le Festival de Cannes qui est un endroit, on dit que c'est le sommet du glamour, mais aussi c'est une industrie derrière, c'est l'industrie du cinéma, donc ça crée des emplois, ça crée c'est de prendre un petit peu de recul et de pas juger. Faut pas juger les gens sur le luxe ou sur les privilèges. On travaille, on se bat pour avoir des privilèges. Et peut-être qu'ils sont mérités, peut-être qu'ils ont du sens aussi, peut-être qu'ils permettent de traiter des dossiers au plus haut niveau et de faire avancer les choses. Donc faut pas juger là-dessus, mais faut pas qu'il y ait d'abus non plus. Donc c'est bien qu'il y ait cette transparence, ce contrôle. On est dans une société hyper connectée, donc du coup c'est la volonté de transparence, mais du coup on surveille aussi les uns les autres. C'est aussi la perte de la liberté, ça me fait un petit peu peur quelque part aussi. Allez, on va passer aux auditeurs. Voilà, 0826 300 300, si vous voulez nous dire ce que vous avez regardé à la télévision hier soir. On a Fanny en ligne avec nous. Bonjour Fanny. Oui, bonjour. Vous avez regardé quoi vous hier? J'ai regardé l'émission de Michel Simès et Adriana. Ouais. J'ai vu le caca de Michel Simès.
Pardon? J'ai dit, vous avez vu le caca de Michel Simès. Je sais pas si on n'a pas regardé. Tout à fait. Qui est une séquence où il a, voilà, où il a un montré petit peu son caca. rigolote, hein. Oui. D'accord. Et donc, ça vous a plu? Oui, beaucoup. Ouais. Vous êtes fidèle de l'émission? Toujours très intéressante, absolument, oui. Bon. On apprend toujours quelques petites choses et puis ça fait un petit rappel à l'ordre concernant l'hygiène de vie à avoir. Et... Ça vous fait changer quand même ou pas? Non, pas vraiment, parce que je suis assez dans les clous, il me semble, donc pour moi et pour ma famille. Donc, mais au contraire, c'est toujours intéressant à suivre. Hein. D'accord, merci beaucoup. Se rappeler ces choses-là. Merci. Hier, c'était sur le foie, le rein et les intestins et les organes, et puis surtout de la nourriture un peu industrielle et l'effet que ça a sur nos organes et les différents cancers. Et en effet, il a analysé, c'est pour ça que j'ai fait une blague, il a fait analyser ses selles en direct dans l'émission, donc voilà. Vous regardez quoi, la télévision? J'adore les magazines d'information, j'adore Cache Investigation. Ah, on reçoit Alice Lucet demain. Ouais. Ah ben j'adore Alice Lucet. Alors c'est une des personnes les préférées des Français, mais ça vous aussi, pas, vous êtes fidèle à ces émissions. Et puis on a Marc également en ligne avec nous. Bonjour Marc. Bonjour. On vous écoute. Et je suis enchanté de vous avoir. Mais j'étais en train de regarder hier Drôle de guerre. Sur Arte. Sur Arte, qui était un très bon documentaire, magnifique, après qui faut laisser effectivement présager le pire pour les années à venir, mais dans un moment d'attente et de doute finalement, où on voit qu'on n'était pas forcément préparé. Oui, voilà. Absolument. Et un documentaire magnifique. Bon. Oui. Bon. Avec des archives vraiment très suivies. C'était vraiment très intéressant. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marc, merci de nous avoir appelés. Vous faites quoi le matin, votre premier pour vous informer? La radio, les journaux, la télé? Le web. Le web, moi je suis une vieille, donc j'ai même pas posé la question. Donc le web, donc c'est votre téléphone, votre tablette. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai des applis avec les news et je regarde un peu les grands titres, quoi. Ouais. Et le soir aussi, vous vous couchez en regardant votre portable? De temps en temps, ouais. C'est vrai? Ouais, j'avoue. Ouais. Une demi-heure Non, mais en fait, ce qui est terrible, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on commence, on regarde les news, et puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a on a reçu un message sur un réseau social, puis on commence à regarder un petit peu ce que font les copains, puis on a perdu une demi-heure. Vous sentez un peu addict, un peu intoxiqué? Je me sens piégé parfois. Un petit peu piégé. J'aimerais retourner à plus de simplicité, mais c'est difficile. Et l'appli inavouable que vous avez sur votre portable, vous avez quoi comme jeu? Vous avez Pokémon Go, vous avez... Non, j'ai pas de jeu. Non, vous n'avez pas de jeu? Non, il y a peut-être une application... Est-ce que j'ai une application inavouable? Non. Non. Sous un pseudo, est-ce qu'on peut pas vous trouver sur Tinder sous un pseudo? Qu'est-ce qui pourrait être inavouable? Non, j'ai des trucs marrants, des trucs de sport aussi. Ouais. Mais on trouve tout, quoi. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'en même temps... on a, moi, c'est des choses que je rêvais quand j'étais jeune, quoi, de pouvoir accéder au temps de la formation, d'apprendre un sujet, de pouvoir le développer. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Et votre première télé, c'était quand? Vous en souvenez? La télé, vous voulez dire... Non, vous aussi, vous êtes vieux. Non, parce que cette question... non, c'est ça. Non, parce que je faisais... Moi, j'ai fait une non, télé. la première fois qu'on vous a vu dans la télévision. Je faisais ce quiz pour Télé 7 jours, et effectivement, il y a des gens, votre première télé, qui me disaient, mais je me souviens, on allait dans la loge de la concierge voir la télé. Oui. Mais vous vous souvenez de l'arrivée de la télé chez vous? Vous êtes quand même pas si vieux que ça, si. Je me souviens que mon père avait ramené une télé couleur. Ah oui, ça, la télé couleur. La télé noir et blanc était déjà là. Mais vous, la première fois qu'on vous a vu dans la télé, Samuel Le Bihan, c'était pourquoi? Ça s'appelait La Chaîne, ça parlait de télé. C'est une série télé de Claude Faraldo avec Florent Pagny, qui était acteur. Et c'était la première fois que je jouais, et c'était une scène avec lui. C'était la vie de Michel Drucker. J'ai raconté l'histoire de Michel Drucker. D'après son livre. Ouais. D'après son livre, La Chaîne. Absolument. Voilà. Donc, Alex Hugo. Mise en abîme. Saison inédite. 3 épisodes, c'est pas beaucoup. 3 nouveaux épisodes. Mais oui, mais c'est ça, c'est la qualité. C'est-à-dire, on joue la rareté, le produit de luxe. Ouais. Vous aimeriez en tourner plus? Alors, cette année, on en tourne 4.
Ah. Ouais, c'est voilà, force du succès, on nous en a demandé un supplémentaire. Alors c'est long à écrire, hein, c'est beaucoup de travail parce que c'est des petits films à chaque fois. C'est quand même 1 heure et demie. C'est des histoires bouclées. Donc c'est des réalisateurs donc on rappelle, différents. vous êtes un flic marseillais qui est parti se retirer à la montagne. Voilà. La montagne a un rôle très important dans la série. C'est un personnage en soi. Oui, je pense que le succès de la série repose aussi sur la force de la montagne, quoi. Cette terre d'aventure. Un peu le mystère, la puissance de la montagne. Absolument, ouais. Et donc le premier flic écolo. Voilà. Et un peu détox, ça fait du bien. Voilà. Donc 3 épisodes cette saison, 4 l'année prochaine. Donc on est content. Et c'est vrai que ça fait des audiences, près de 5 millions de téléspectateurs. Vous battez TF1. Non, c'est formidable, c'est inattendu. C'est surtout que c'est une série qui a été choisie par le public. Parce qu'elle s'est construite au fur et à mesure. On a démarré, c'était un unitaire, une télé, puis ensuite, qui a très bien marché. Donc ensuite, on a fait 2 épisodes, puis encore 2, puis 3, encore 3. Donc c'est un espèce de rendez-vous qui a lieu en septembre et qui est un peu comme un prolongement de l'été aussi, et se rendre compte que finalement en France on peut flirter avec le western, on peut flirter avec un polar mais revu différemment, un peu comme font les Américains quand ils tournent dans les Rocheuses, ils ont des territoires comme ça, très très forts, où la nature est omniprésente, et on arrive, les scénaristes et les réalisateurs ont réussi à transformer ça. Ouais. Et pendant 1 heure et demie, on se rend compte qu'en France, on a quand même des zones, des endroits qui sont à découvrir et qui même nous surprennent, parce qu'au niveau du tournage, parfois on est surpris aussi. On est pris dans des tempêtes de neige, on a eu des coulées de boue, des orages. C'est des conditions difficiles, c'est les conditions de la montagne, quoi. Des fois, on a aussi des lieux de tournage qui sont inaccessibles. On a des mules qui nous montrent le matériel. On a l'impression d'être en Amérique latine, dans les Andes, mais c'est super parce que c'est très très sportif. Moi j'ai vraiment besoin d'être en bonne condition physique parce que je suis soumis à beaucoup d'activités. Mais la montagne, c'était votre élément, vous connaissiez auparavant, non? Donc c'est vraiment pas du tout. À part le ski l'hiver, moi je suis une famille de marins. Breton, donc vraiment habitué de la mer, et il a fallu que j'apprivoise la montagne. Au début, ça m'a fait bizarre, j'étais assez déboussolé, ces grands murs, j'avais un sentiment, moi j'ai l'habitude de voir l'infini, et avec la ligne d'horizon et la mer, et là j'avais une sensation de mur, d'enfermement, et donc il a fallu que je l'apprivoise, donc très vite j'ai fait énormément d'activités, je suis allé marcher dans la montagne, je suis allé faire du canoë-kayak, de l'escalade, plein de choses, pour me créer un rapport affectif avec cet endroit, pour le vivre, pour en avoir des émotions, et pour en fabriquer des souvenirs. Et c'est là qu'on l'apprivoise, c'est là qu'on se rend compte que c'est un endroit magique. Alors hier, Valérie, il y avait la conférence de presse d'M6 qui ont fait une grosse annonce vous concernant, puisqu'il y a une nouvelle série qui va démarrer, qui va s'appeler Les 10 petits nègres. Enfin, c'est d'après les... Oui, c'est ridicule. Parce qu'ils n'ont pas voulu appeler les 10 petits nègres. Vous savez qu'on est dans une époque... Non, c'est parce qu'on est dans une époque... Le politiquement correct. Alors ça va s'appeler Ils étaient 10. Et donc c'est une série de 6 fois 52 minutes qui a été annoncée donc hier en conférence de presse. Et évidemment, c'est avec Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquédec et Roman Bourringer. Vous êtes content de ce projet? Tout est tourné, j'imagine? C'est super, ça. D'abord, c'était super de tourner avec des acteurs comme de cette envergure, parce que c'est quand même des fortes personnalités qui sont très créatives, qui amènent énormément de choses quand ils sont sur le plateau. Donc c'était plaisant de partager ça avec eux. Et puis c'est Pascal Logier qui a réalisé la série, et qui est quelqu'un que j'avais connu sur le Pacte des loups. Il faisait le making-of à l'époque, quelqu'un d'extrêmement talentueux, qui a fait des films qui ont une carrière internationale. Et là, on était dans une proposition extrêmement audacieuse, et où aussi au niveau du jeu, il nous demandait énormément d'aller assez loin. Donc je pense que ça va être vraiment très intéressant. Très fort, très fort. Est-ce qu'on vous appelle Alex Hugo dans la rue? Les gens vous... Des fois, oui. Des fois, oui, ça arrive. Vous êtes vraiment puis... très identifié au personnage. Le succès de la série La Montagne, mais vous particulièrement. Enfin, surtout à la montagne. À la montagne, là, pour eux, je suis Alex Hugo.
À Paris, c'est différent parce qu'il y a aussi tout ce passé. Il y a eu des films assez emblématiques dont les gens, surtout toute une génération qui a grandi avec ces films-là. Et qui me racontent leurs heures de jeunesse. Donc, et vous retournez quand au cinéma, justement? Ben, il n'y a pas de projet cinéma. Il y a vraiment des projets télé. C'est incroyable. Vous êtes passé acteur de cinéma acteur de télévision. Mais je pense que les passerelles se font beaucoup plus facilement maintenant et qu'il n'y a pas de... Je sais pas, en tout cas j'ai de la chance d'avoir du succès en télé, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est le plus dur dans ce métier, c'est de durer. Beaucoup de réactions de nos auditeurs qui vous aiment beaucoup, série avec des paysages magnifiques, de plus ça nous change des mêmes décors, bel artiste Monsieur Le Bihan, ainsi que les acteurs qui vous entourent. Le pacte des loups, nous dit David avec un petit cœur. Et donc voilà. Et évidemment aussi, certaines personnes font allusion à votre engagement pour l'autisme. Vous avez, il faut qu'on en parle parce qu'on n'en parle pas assez. Enfin, vous êtes là et vous êtes aujourd'hui un porte-parole parce que vous avez une petite fille autiste et les difficultés que certains parents aujourd'hui rencontrent pour scolariser leurs enfants. Bien sûr, c'est toujours un moment délicat la rentrée, parce qu'on est soumis à pas mal de choses. C'est remplir les dossiers MDPH, c'est trouver les éducateurs, trouver l'AVS pour l'école. Enfin, c'est tout un tas d'organisations complexes et fatigant aussi, mais voilà, c'est reprendre les rendez-vous chez l'orthophoniste. C'est une vie. Et votre fille est avec vous, elle vous suit sur les tournages? Oui, elle vit avec moi, et donc là, elle est scolarisée à Briançon, puisque on va tourner encore 2 épisodes. Donc elle me suit avec moi, elle est là-bas, et elle est assez heureuse. C'est intéressant pour elle, en fait. C'est marrant, je fais tout l'inverse, c'est-à-dire qu'un enfant autiste est supposé avoir une vie régulière et stabilisée, et finalement, j'ai réussi à habituer ma fille à vivre une vie déstabilisée, mais son repère, son ancrage, c'est moi, et autour, je réorganise. Mais elle a développé de l'adaptation. Mais ce que je voulais dire, c'est Autisme Info Service. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vous dites que c'est vraiment important pour les parents d'enfants autistes. Avec Florence Chapelle, on a monté une plateforme d'écoute, de conseils, d'informations qui s'appelle Autisme Info Service et .fr, et à laquelle donc il y a aussi un numéro de téléphone que je ne connais pas par cœur. Je suis impardonnable. Peut-être que vous pouvez m'aider là-dessus. Eh ben non, je l'ai pas là, mais Autisme Info Service, maintenant vous l'avez évoqué avec les plateformes et avec Internet, on trouve le numéro. Et je pense que de toute façon les parents, eux, sont conscients qui sont conscients et concernés. En tout cas, s'ils ont une question, s'ils ont besoin de parler, s'ils ont besoin 0800 714 040. Voilà, il n'est pas simple le numéro. Je comprends que vous ne l'ayez pas retenu. Il faudrait un numéro plus facile quand même. Voilà. Bon, on vous retrouve ce soir en tout cas, Samuel Le Bihan dans Alex Hugo. Pas assez d'épisodes, nous disent nos auditeurs. Donc voilà, j'espère que France 2, les producteurs nous entendent. Voilà, on y travaille. Merci d'être passé par Sud Radio. Merci à vous, Samuel Le Bihan. Dans un instant, on va parler de tatouage. Vous n'êtes pas tatoué.